Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux, si nombreuses. Bonsoir Abdellah, bonsoir Zachary. Je m'appelle Antoine Didier et c'est à moi que revient le plaisir et l'honneur d'animer cette conversation avec Abdellah Taïa. Un grand merci à la Maison de la Poésie et à ses équipes. Abdellah, tu te présentes toi-même comme un écrivain marocain, musulman et gay, vivant à Paris. Le Bastion des larmes, ton roman qui nous réunit ce soir, vient de paraître aux éditions Julliard et est notamment sélectionné pour plusieurs prestigieux prix littéraires, le Décembre, le Goncourt, le Médicis notamment. C'est ton 11e roman et tu es traduit dans de nombreuses langues. Tu es aussi cinéaste, tu as réalisé L'Armée du Salut, un long métrage sorti en 2013, et ton dernier film, Cabo Negro, a été montré au début de l'été au festival de Carlo Vivari avant d'être diffusé un peu partout. Nous partageons la scène ce soir avec Zachary Baïri, comédien, un comédien mu par le désir, ainsi que le titrait un journal récemment. Zachary lira... Pardon, je voulais pas... Zachary lira des extraits du Bastion des larmes. Et c'est d'ailleurs avec les mots d'Abdellah lus par Zachary que nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit. Nous irons au paradis. C'est sûr et certain. Nous avons assez souffert comme ça dans cet enfer, dans cette prison qu'ils appellent le monde, la société, la vie. Bientôt, il n'y aura plus ce tunnel interminable et ce silence éternel. Courage. Il n'y aura plus la nuit, Youssef. Promis. Najib me parlait. Il est apparu dans mon rêve à Paris 3 semaines avant mon départ pour le Maroc. Une décennie après la mort de notre mère, je devais me rendre dans ma ville, Salé, où j'avais vécu 25 ans, pour une raison très précise, vendre l'appartement de ma mère, vendre le dernier lien qui me rattachait à ma vie d'avant, vendre vite et revenir en France. Najib, dans mon rêve, était grand, maigre, les yeux très noirs, exactement comme je l'avais connu il y avait longtemps, dans une autre vie ou presque, mon adolescence. Il me regardait d'une manière très dure. Honte à toi, Youssef. Tu m'as oublié. Tu as oublié. Comment est-ce possible? Honte à toi, Youssef. Tu m'as sorti de ton cœur et de ton amour et de ta tête. Pourquoi? Honte à toi. Il n'y avait que moi pour te guider dans la jungle de notre quartier de Aït Salam, t'apprendre comment t'éloigner du danger, éviter les pièges et les mots assassins. J'ai été ton maître, Youssef, et c'est comme ça que tu me récompenses. J'étais ton frère, ton unique frère gay. Tu es parti à Paris vivre la liberté et jamais tu n'as donné de nouvelles. Tu n'as pas cherché à me retrouver, à renouer le contact, à ressusciter notre tendresse. Tu n'es plus revenu me dire encore une fois tes petits poèmes arabes, ceux que tu apprenais au collège. Tu vois, je me souviens de tout, moi. Dès que tu sortais du lycée à côté du cinéma Nasr, tu courais vers moi. Tu ne me trouvais pas toujours à ma place habituelle dans le café Gloria, tout au fond de la salle des fumeurs de kiff. Tu continuais pourtant à me chercher partout, avec tes petits cadeaux, les poèmes arabes classiques que tu venais à peine d'étudier en classe et que, en chemin, tu avais appris par cœur. Tu voulais me les offrir, ces mots arabes écrits il y a des siècles. Des mots éteints qui revenaient à la vie grâce à toi. Toi, Youssef, toi qui viens vers moi. Tu finis par me retrouver. Je suis dans la forêt d'Aïn Oualla, en face des villas de Aït Salam. Allongé par terre depuis des heures déjà, je pense encore et encore à la façon de m'en sortir dans la vie. Sauver ma peau, écrire mon avenir. Je ne me fais plus d'illusions. C'est la fin pour moi. Je la regarde, cette fin, elle m'attire, elle me hante. Je dois lui résister, mais je ne sais pas comment faire. Je suis seul. J'ai 24 ans, toi 16 ans. Tu ne devines pas les idées noires et les projets funestes qui circulent dans ma tête et dans mon cœur. Il n'y a que ton vieux poème arabe qui t'obsède, ton cadeau, ton sourire, tes lèvres,
tes yeux, ta main, ton innocence, ton espoir, ta tristesse. Je t'avais aidé à survivre à Essalam. Je t'avais protégé, parfois je t'avais parlé vrai, parlé nu. Je t'avais dit que tu avais pleinement le droit d'être ce que tu étais envers et contre tous, gay, un petit gay. Youssef, regarde-moi. Je suis Najib et je suis comme toi, moi aussi. La forêt est calme et douce. Tu t'allonges par terre à côté de moi. Tu poses ta tête sur mon bras. Pendant quelques instants, nous jouissons du silence. Nous vivons ensemble, en communion avec les arbres, à l'ombre, en paix, loin des guerres. Puis, tu respires un bon coup et tu te lances. Tu donnes le nom du poète, Abu Firas al-Hamdani. Et tu commences à réciter son poème très lentement, pour que je puisse tout saisir et tout comprendre. Des vers tellement profonds et qui parlent d'amour, bien sûr, toujours. L'amour et ses prisons, l'amour et ses chutes, l'amour et ses fantômes. Je tourne mes yeux vers toi, je te regarde, je suis de plus en plus ému, je suis heureux. Je sais que plus jamais dans la vie je n'aurai cette chance. Un poème arabe récité rien que pour moi. Mon petit Youssef, tout libre et tout joyeux, rien que pour moi. Je ferme les yeux, je t'écoute. La forêt aussi est en train de t'écouter. Je te vois résistant aux larmes et doué de patience. L'amour n'arrive ni à te commander, ni à t'assujettir. Oui, j'ai le manque et le feu en moi, mais je suis de ceux qui ne peuvent répandre leurs secrets. Quand la nuit m'illumine, je tends la main vers l'amour, et je serai humilié par les larmes de sa grandeur. Il y a comme un feu entre mes ailes quand elle enflamme mon désir et mes pensées. Elle me promet l'union, et sans elle, c'est la mort. Si je meurs assoiffé, aucune goutte ne tombera. Elle me demande qui tu es, tout en connaissant la réponse. Un jeune homme comme moi peut-il facilement être ignoré? Je lui réponds, comme vous voulez, toi et l'amour. Je suis votre victime. Laquelle, elle dit, elles sont si nombreuses. C'est peut-être cela le vrai bonheur, le bonheur éternel. Juste avant de mourir, se souvenir de cela, de ce geste, un jeune gay qui me donne un poème en arabe qui enveloppe mon cœur par sa tendresse et par sa vivacité. Un gay marocain qui un jour n'a plus peur et qui me choisit moi pour l'accompagner sur ce chemin. Toi, Youssef, je n'oublierai jamais ce miracle et notre forêt. Tu as fini de réciter le poème, nous restons silencieux, remplis par la beauté des vers d'Abu Firas al-Hamdani. Nous ne vivons à cet instant précis que pour nous, entre nous, nous et le poète, à côté des arbres, sans les autres, les hétérosexuels et leur dictature. À un moment, tu te relèves et tu pars sans dire au revoir. Tu disparais dans la forêt. Je murmure « Merci, shukran ». Youssef, je suis encore dans ton sommeil et dans ton rêve. Tu ne te souviens pas de tout cela, c'est ça. Ouvre les yeux, ouvre-les et ose me dire que je n'existe plus en toi, ni dans ton cœur, ni dans ta mémoire, ni sur ta route. Ouvre les yeux et dis mon prénom. Tu m'entends? Tu as oublié mon prénom. Abdellah, le bastion des larmes, on pourrait le
le résumer comme l'histoire du retour à Salé, à côté de Rabat, de Youssef, un professeur émigré en France, qui revient à Salé et revient en même temps sur son enfance et sur son passé, sur ses amours d'autrefois, sur sa famille et ses sœurs, sur l'homophobie et le viol, la violence et l'hypocrisie sociale, le pardon et l'impossibilité de pardonner, la vengeance et l'exil. À chaque fois que tu publies un roman, je suis frappé par la manière dont chacun de tes livres englobe et dépasse les précédents, au sens où chaque roman propose une sorte de déplacement du point de vue. On retrouve toujours des éléments proches, des personnages qu'on a déjà vus, des lieux et des thématiques qui étaient déjà là. Et à chaque fois, en même temps, tout est remis en perspective par un regard neuf, une radicalité nouvelle et accentuée. Alors, pour Le Bastion des larmes, comment ce roman est-il né ? Quelle pulsion, quel désir t'ont poussé à l'écrire ? Bonsoir à vous toutes et tous, merci d'être là, ça me touche énormément. Merci Antoine d'être là, merci Zachary, c'était très beau. Et merci à la Maison de la Poésie et son équipe qui nous accueille, c'est très touchant pour moi. En septembre 2021, l'Institut français de Rabat m'a proposé de faire une énième conférence au Maroc. Et je leur ai dit, ça ne m'intéresse plus de faire l'intellectuel au Maroc, je voudrais faire un atelier d'écriture à Salé pour les gens de Salé. Ils m'ont dit, mais où est-ce qu'on va le faire ? Je leur ai dit, je veux le faire en plein air dans ce lieu qui s'appelle le Bastion, à côté du mausolée de Sidi Ibn Ashar. J'avais oublié que cet endroit précis s'appelait... exactement le Bastion des larmes, Borj Domour. Et c'est là, avec tous ces étudiants, on a fait un atelier d'écriture en plein air. Je ne sais pas si vous avez déjà eu... On est allé réellement à ce lieu-là, vous voyez, à côté des meurtrières, à côté de la mer, à côté de l'océan. Et on était des gens principalement de Salé, quelques-uns étaient aussi de Rabat et de Casablanca. Et on a écrit des textes. Et à un moment donné, en se déplaçant, il y avait une plaque. Et cette plaque disait le nom de ce lieu. Je connaissais très bien ce nom, mais je l'avais oublié. Je l'avais connu quand j'étais enfant ou adolescent, parce que ça fait partie de l'imaginaire de la ville de Salé. Et quand j'ai lu la plaque, le petit texte qui est présenté, et surtout le nom en arabe, Borj Domour, j'avais vraiment l'impression que tout ce que j'avais vécu dans ma vie, tout ce que ma vie et la vie des gens avec qui j'ai vécu et qui m'entourent et qui m'habitent, était destiné à arriver jusqu'à ce moment-là. Entre-temps, depuis quelques années, je préparais un livre sur mes sœurs et je l'avais parfaitement structuré. Mais il n'y avait pas un segment que j'ai trouvé là et que la vie, l'écriture de la vie m'a amené jusqu'à moi. Et donc, en découvrant le nom de ce lieu, en le redécouvrant, Borj Domour, le Bastion des larmes, j'ai compris que ce livre que je porte en moi sur les sœurs, principalement mes sœurs, devaient aller jusqu'à ce lieu qui s'appelle le Bastion des larmes, et même transporter tous ces personnages jusqu'à ce lieu et faire en sorte que quelque chose d'autre advienne. Je réponds peut-être sans répondre complètement à ta question, mais je veux dire par là qu'il y a souvent quelque chose qui se passe comme écriture déjà dans la vie. Et moi, je fais énormément confiance à la vie et l'écriture qui se passe déjà dans la vie. Et il y a quelque chose, voilà, qui nous amène un livre, un fragment. Et moi, je n'ai rien d'autre à faire que suivre cette chose. Donc, pour résumer, je prépare un livre sur les sœurs, et tout d'un coup, le Bastion des larmes est arrivé. Il fallait situer ramener ces sœurs jusqu'à ce lieu, Borj Domour. Est-ce que ça répond à ta question ? De toute façon, je savais que tu n'allais pas répondre à ma question, mais ça tombe bien, j'en ai d'autres. Donc, Le Bastion des larmes, je le disais, et un livre sur la vengeance et sur le pardon. La vengeance, c'est notamment le projet qui anime Nabil. Nabil qui a quitté le quartier de Aïe Salam, persécuté parce qu'homosexuel, et qui, après la mort du colonel dont il était l'amant, devenu riche et puissant, pourra accomplir sa vengeance. C'est lui-même qui le dit, je le cite, « Je regarde Salé avec haine et détermination. À tout jamais dans la vengeance, je n'ai rien oublié de ce qu'on m'a fait. » Youssef, lui, essaye de pardonner à sa famille, à ses sœurs en particulier, mais il n'y arrive pas, notamment au fond parce que personne ne veut s'excuser de ce qu'on lui a fait par le passé. Pourquoi cette telle place donnée à la vengeance et au pardon ? Mais parce que j'ai toujours vu ma mère préparer sa vengeance sur les voisines et sur les gens qui ont tué son père avec le poison qu'on utilise pour tuer les rats,
La mort aura. La mort aura, voilà, parce que son père a été tué. Visiblement, dans la campagne marocaine, je veux dire, c'est le hobby des campagnards, voilà, voilà, la mort aura, c'était quelque chose vraiment de très, très, très répandu. Le nombre de gens que je connais qui ont été assassinés comme ça par... Et ma mère avait ce projet, voilà, de se venger de tous ces gens, de se venger aussi même des Français qui ont envoyé son premier mari en Indochine, où elle est morte là-bas en tuant des gens qui lui ont rien fait. Donc ma mère était tout sauf respectable, tout sauf une femme comme il faut. Elle était sorcière, elle nous a, comment dire, elle nous a préparés à cette chose qu'on appelle au Maroc lire sur les gens. C'est-à-dire, il y a des formules et des choses qu'on lit, qu'on apprend par cœur. Ici, on est en face en situation de danger, le danger non déclaré, évidemment. Donc, on se met à dire des choses pour arrêter déjà le danger qui arrive jusqu'à nous. Donc, le désir de vengeance qui se trouve dans ce livre, il vient aussi de cette femme qui n'avait pas peur de se venger dans la vie réelle. Parce que là, moi, je me venge dans la littérature, mais je serais incapable de l'appliquer avec toi ou avec des gens que je connais à Paris. Disons que j'essaie un petit peu en ce moment de l'appliquer sur les jurés du prix Goncourt et des Sambres et tout ça, parce que je sais que la sorcellerie marocaine, c'est quelque chose de puissant, donc il faut y aller tant que là. Donc, pour répondre encore très précisément à ta question, donc le désir en moi de me venger et de pardonner est totalement là aussi en moi, parce que d'une part, j'ai survécu à l'enfer et à tout un tas de choses, et oui, je ne suis pas mort. Et comme gay, le gay qui a survécu, qui a pu faire des choses, même si au fond ils ne m'ont pas aidé, les frères et sœurs, la mère m'a beaucoup aidé. Il y a cette étrange culpabilité que j'éprouve en tant que survivant. Mais je pense que beaucoup de survivants ressentent cette chose. Et c'est quelque chose autour desquels je tourne depuis pas mal de temps. Et je voulais, en tout cas, pour ce livre, je le répète, sur les sœurs au départ, que l'amour et les reproches que je voulais exprimer pour elles et avec elles, il fallait que ça soit mêlé à autre chose. Et du coup, ce désir de est-ce que je dois pardonner ou pas pardonner? Et quand je rentre, mon cœur, il pardonne, mais il suffit que je rentre, et après avoir mangé 2 fois le tagine et le couscous, je suis de nouveau dans une dynamique qui me replonge dans le désir de vengeance exactement de la même manière que ma mère. Et je dois avouer aussi que l'idée de l'âge, de cette histoire de vieillir, d'entrer dans la... J'ai 51 ans, et de se rendre compte, en fait, il n'y aura pas de place pour nous. Que non seulement il n'y aura pas de place pour nous les gays, pour moi au milieu d'elles, mais je vois même, par exemple, les prochaines... J'ai des nièces qui ont des enfants, qui vont se marier. Et donc, vous voyez, et je vois tout ce qu'ils font pour ces gens, les neveux et les nièces, et toutes les choses qu'ils ne font pas pour nous. Des petits gestes... Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas qu'on me fasse un mariage, quoi que ce soit. Mais je vois exactement toutes les choses qu'on fait, qu'on donne aux autres, et qu'on ne me donne pas et qu'on ne me donnera pas. Et du coup, s'installe devant moi et devant Najib, devant Youssef. Donc, en fait, ils vont vers un effacement programmé. Il n'y aura pas de place dans la mémoire. Et c'est ça ce qui motive le désir de vengeance de Najib dans ce livre. L'effacement... Mais aussi un écart entre 2 attitudes, 2 pôles possibles. C'est-à-dire entre le désir absolu de vengeance de Najib et le désir absolu de pardon de Youssef, il y a une foule de choses possibles que le livre explore et déploie. Disons que le livre, il joue en permanence sur comment on va dire ça, mon éditeur Frédéric Morat, quand il a lu ce livre, il a dit qu'il y a du clair et de l'obscur. Et l'attachée de presse Géraldine Ghislain, quand elle a lu, elle dit que c'est un livre qui cherche la lumière tout en étant dans le noir, mais il arrive à trouver cette lumière. Donc il fallait qu'il y ait tout le temps, en permanence, cette ambiguïté, ce trouble, et je dirais presque une forme de perversité malgré les personnages qui sort et qui rejoint évidemment celle du pays, qui rejoint celle d'un pouvoir, des gens, de la société
patriarcale, la société qui ne veut toujours pas reconnaître des gens comme nous. Du coup, le personnage lui-même, Youssef, il subit cette ambiguïté, mais il en est aussi l'incarnation. Donc il fallait que le livre reste dans ça, qu'il n'aille pas... Parce que c'est très facile de tomber dans une banalité. On est tous d'accord qu'il faut défendre les gays, les LGBTQ+, les minorités, tout ça, ça va de soi. Mais si je me mets à faire un livre juste avec cette ligne-là, claire, assumée par nous tous, il n'y aura rien d'intéressant, en tout cas littérairement, qui arrive. Or, comment on va dire ça ? Or, la famine, le fait d'avoir le ventre vide, le fait d'avoir survécu malgré tout, le fait d'avoir vécu dans le noir, c'est étrange. Mais bon, c'est pas avec ça qu'on fait des livres. Je suis désolé on cherche la lumière, on veut aller vers la lumière, mais on fait des livres avec des choses que j'ai l'impression ne seront jamais réglées, mais j'espère qu'elles seront réglées pour vous. Ne soyez pas désespérés comme moi, ne m'imitez pas, je suis un cas désespéré, mais pas vous. Tu as parlé de culpabilité il y a quelques minutes, et justement il y a quelque chose qui me frappait, c'est que la question de la fidélité est centrale dans ton travail, dans tes romans, pour Youssef par exemple, mais aussi pour toi en tant qu'écrivain. Tu as toujours dit que les romans que tu écrivais étaient une manière d'être fidèle à un certain nombre de choses que tu avais vécues, fidélité au milieu d'origine, à ta famille, à ton pays, à la trajectoire qui est la tienne. Et pourtant, le livre revient sur la violence, la dureté de ses origines, si bien que ce désir de fidélité peut aussi sembler paradoxal, eu égard à ces origines que tu décris. Donc, comment affronter ce balancement ? Tout à l'heure, je parlais du ventre vide. Je pense que ceux qui me connaissent, j'ai déjà utilisé cette image je ne sais combien de fois. Quand vous avez été 11 personnes et vous n'avez rien à manger, ça crée une solidarité éternelle. Donc le monde peut faire ce qu'il veut de vous, la politique, les riches et même Paris, qu'elle peut faire ce qu'elle veut de vous. Il y a quelque chose parce que vous avez eu faim ensemble et qu'il fallait se débrouiller pour trouver juste de quoi manger pour 11 corps dans la pauvreté extrême. J'espère que vous ne le prenez pas comme de misérabilisme, mais plutôt comme un lien physique avec des corps. Et quoi qu'il arrive, même si on va se disputer, même s'il y a des trahisons, il y a ce souvenir de cette solidarité face à un système politique, le Maroc, le roi, les riches, ceux qui voulaient paraître comme riches alors qu'ils n'étaient pas riches, tout un tas de monde qui ne pouvait pas s'empêcher de nous opprimer, de nous montrer des doigts et tout ça. Et puis, malgré tout, il fallait inventer une stratégie. Et c'était la mère. C'est pour ça que je te dis, ma mère était tout sauf respectable, parce qu'elle savait qu'il fallait inventer des mots, inventer des phrases, inventer un souffle, inventer une sorcellerie et aller l'appliquer sur les gens. Et nous, elle nous utilisait comme ses répétiteurs, ses spectateurs, et ceux qu'elle utilisait après pour débriefer. Donc je ne suis pas devenu un écrivain par hasard, parce que vous voyez d'où je viens. Une femme qui écrivait et qui appliquait son écriture et qui après faisait la critique littéraire de ce qu'elle avait écrit. Voilà. Donc elle a installé en moi le chemin vers l'écriture, vers les mots. Comment on va faire ces mots, qu'est-ce qu'on va en faire et qui on va utiliser, choisir parmi les gens qu'on ne connaissant, sur qui tester ces mots. Et si ça ne marche pas sur celui-là, on va avoir l'autre, et ainsi de suite. Et si la sorcellerie ne marche pas sur ce... Vous voyez, cette écriture dans le corps de la vie, et qui, tu vois, je ne peux qu'être fidèle à ça. Vous-même, vous seriez fidèle à ça quand on a quelqu'un qui, comme ça, n'a pas peur, n'a pas honte de se montrer pas convenable, de se montrer hystérique, de se montrer sorcière, de se montrer très Nicki Minaj comme aujourd'hui, de se montrer extrêmement Isabelle Adjani dans Camille Claudel quand elle crie Rodin, tu m'as tué. Mais en même temps, cette fidélité n'est pas une évidence puisque le livre est traversé par la question du pardon et de la vengeance. Mais ça, c'est la vie. Ça, je sais pas. Il y a une partie en moi, je pense que tu l'as compris, qui veut toujours défendre ces gens. Parce que, pour la simple raison, j'ai l'impression qu'ils sont venus au monde avant moi. Je suis le numéro 8. Et enfin, si on compte tout le monde, je suis le numéro 10. Parce qu'il y a la demi-sœur, le grand frère d'eux, 6 sœurs, puis une autre sœur qui est décédée avant ma naissance, puis moi. Ça fait de moi numéro 8. C'est ça.
Et j'avais toujours cette impression qu'ils sont venus physiquement préparer l'arrivée de cet autre garçon qu'ils attendaient tous, parce qu'ils ont eu un fils, puis ils n'arrêtaient pas de faire des enfants. Mais tous ces enfants qu'ils faisaient, c'était des filles. Et je me sens comme une reconnaissance biologique. Pour eux, ils ont continué à faire des enfants. Les enfants sont arrivés pour que moi, le petit garçon très spécial, vienne. En l'occurrence, j'étais très spécial. Et d'ailleurs, j'étais tellement spécial que le plus beau souvenir de ma vie, je pense que je l'ai déjà dit, c'est les plus vieux, les plus splendides, les plus glorieux, les plus danseuses de ventre assumées. Pour moi, c'est que moi, en train de faire la petite danseuse pour mes sœurs, et tout le monde est heureux. Voilà, ils avaient un garçon spécial qui n'est pas comme les autres garçons, et voilà, qui n'a pas peur, et même eux, ils n'ont pas peur de lui, ils n'ont pas honte de lui, et que même de temps en temps, à force d'avoir la détresse jour et nuit, ils ont ce petit gars. Et cet enfant de 4 ans, 5 ans, qui de temps en temps, il dit « Allez, vas-y, Abdallah !» Et moi, évidemment, j'ai compris que là, il y avait une source d'argent à tirer, donc je me faisais payer pour ces performances. Donc tu vois la fidélité, tu comprends ? Face à tout ce toutes ces expériences de vie assez incroyables. J'ai un ami bourgeois, très bourgeois du Maroc, et un jour il m'a dit, au début, parfois on a des amis bourgeois, il m'a dit un jour, au début je dis mais raconte n'importe quoi, il m'a dit je t'envie, tu viens d'un monde de superstitieux marocains pour de vrai. Je lui dis, oh là là, il est en train de m'inonder avec son regard folklorique, bourgeois, français, tout ça, parce qu'il a fait des études dans la mission française de Rabat. Et avec le temps, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est que lui, ses parents l'ont placé dans les écoles françaises du Maroc et ils l'ont empêché d'avoir un accès à toutes ces expériences de vie qui, pour certains, sont des folklores, mais on s'en fout de ces personnes. Mais pour lui, tout d'un coup, il a vu tu es avec moi ? La beauté et la richesse. La beauté et la richesse de tout cela, et qui fait que moi, je ne peux être que reconnaissant. Parce qu'il y avait la père, la mère, la sœur, les 6 sœurs, et moi, j'étais spectateur et profiteur. Voilà. La fidélité, elle vient de là. La fidélité... Voilà, je sais que répondre que comme ça, je suis désolé. Il est beaucoup question d'hypocrisie aussi dans le Bastion des larmes, celle de Youssef lui-même, il le dit, mais surtout celle de la société. On le voit tout particulièrement au sujet de l'acceptation de l'homosexualité, dans un chapitre d'une très forte intensité dramatique, qui est peut-être moi le chapitre qui m'a le plus marqué, qui est au moment de l'enterrement religieux de Nabil, l'homosexuel trafiquant de drogue qui a protégé le quartier, le saint pédé de Salé, écris-tu. C'est un moment très dur, on aime Nabil pour son argent, donc on tolère sa sexualité au nom de plein de petits calculs. Est-ce que tu veux dire par là qu'on relativise la tolérance envers l'homosexualité et les homosexuels ? Ou tu veux relativiser cette tolérance, ou plutôt t'intéresser, de manière plus générale, à une société traversée par des intérêts économiques et moraux qui énoncent des règles pour aussitôt les transgresser ? Je ne relativise absolument pas, je ne relativise rien, mais en revanche, je suis lucide sur le fait que des gens qui t'aiment sont les mêmes qui vont utiliser les mots que le pouvoir place dans leur cœur pour te rejeter. Et assez étrange, en même temps que tu entends ça, tu sais que ce n'est pas eux qui parlent et tu as envie de déconstruire toi dans ta tête parce que continuer à vivre, tout simplement. Parce que même s'ils disent des mots très durs, tu ne peux pas continuer à recevoir au sens propre tout ce qu'ils disent. C'est une stratégie de survie, parce que c'est une survie dans le sens où est-ce que tu vas aller vivre de toute façon ? Ils ne vont pas arrêter leurs insultes, ils ne vont pas arrêter de parler avec la langue du pouvoir et le langage du pouvoir qui nous opprime et fait en sorte que juste nous, on fait le travail du pouvoir, on s'entretue entre nous. Et tout d'un coup, c'est les sœurs qui disent ça, le père, ma mère ne disait pas ça. Donc tu vois, je pense que tous les gays, je crois, tous les LGBTQ+, font cette expérience. Très tôt, très jeunes, ceux qui les tuent sont aussi ceux qui leur donnent un petit chouillet d'amour, de l'aumône d'amour. Or, même cette aumône d'amour, on en a besoin parce que moi, j'avais 11-12 ans, où est-ce que je vais aller ? Je veux dire, l'idée de rêver de Paris ou de Londres, tout ça, c'est un rêve pour les très, très, très riches Marocains qui vont à la mission française. Et puis moi, je n'avais jamais d'abord ce rêve,
Il n'était pas installé dans la classe populaire des pauvres où j'ai vécu. Il y avait de temps en temps les sous-doués passent leur bac, qui est passé à la télévision marocaine, ils disaient ah c'est ça la France. Et voilà. Ou alors, je sais pas. Oui, parce que dans les films français, il y avait toujours cette idée. On entendait les fourchettes et les couteaux et tout ça. Il y avait du silence, il n'y avait pas de musique. Voilà. Et donc, mais on riait de cela. Donc, pour moi, le rêve de survie ne pouvait pas arriver là. Ça avait l'air ennuyeux. Tu vois, ça avait l'air ennuyeux d'aller trouver la liberté à Paris. En revanche, essayer de moi-même appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai appris et que je disais, dire sur les gens, les formules que ma mère m'a apprises, c'est-à-dire entrer dans leur tête et les transformer. Je suis très expert en cela. Je suis en train de le faire là. Pour la simple raison, même si je voulais partir et quitter, où est-ce que je vais aller? J'ai 11, 12 ans, 13 ans. Où est-ce que je vais aller? Donc, avec le temps, on finit par, non pas relativiser, mais par tout déconstruire. Et se dire que ces gens, c'est pas eux, c'est le pouvoir, c'est le roi, c'est les riches et tout ça. D'autant plus que ces mêmes personnes, tout en étant extrêmement dures avec les gays, moi, sont elles-mêmes capables, donc mes sœurs, d'être dans une déconstruction, une transgression de ce qui se passe dans notre monde, que vraiment Michel Foucault serait fier de mes sœurs. Je veux dire, mes sœurs n'ont pas lu Michel Foucault, mais je veux dire, mes sœurs, je veux dire, n'ont pas besoin de Michel Foucault pour comprendre ce que c'est la sociologie et les prisons, comment dépasser tout cela. Tu comprends la fidélité? Je comprends très bien. Et je voudrais poursuivre sur la question de l'hypocrisie, parce que tu l'exploites à nouveau au sujet du viol. Le viol est extrêmement présent dans le Bastion des larmes, et surtout le viol commis au vu et au su de tout le monde, sans réaction. Le viol de Youssef dans le passé, le viol d'un petit garçon, Ali, au présent, et sa mère explique que c'est comme ça, et qu'on n'y peut rien. De Nabil sur son lit de mort, Najib, pardon, sur son lit de mort, et le viol présent dans les souvenirs d'un certain nombre de personnages. Malheureusement, je pense qu'on s'en rend compte aujourd'hui, cette histoire de viol n'est encore pas résolue entre les êtres humains en ce moment. On a beau avoir des lois, par exemple ici en Occident, en France, pour protéger les individus, mais on se rend compte que c'est juste une petite couche, une peinture, comme on dit au Maroc. On a passé une peinture pour que les saletés ne se voient pas. Or, en ce moment, on voit bien que les saletés et les viols, et plus précisément le viol des enfants, c'est visiblement le hobby de plein de gens dans ce monde. Je veux dire qu'ils n'ont rien à faire et que ça se passe beaucoup dans les familles et que tout ça n'est pas du tout réglé. Donc je pense l'hyper-présence du viol, quand tu en as parlé, je me suis dit, oh, peut-être que j'en ai trop fait dans le livre. Non. Enfin, je ne crois pas. Non. Parce que quand même, il faut doser tout ça. Non, un livre, c'est une histoire de structure, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Et comme l'a dit Géraldine Gisela, c'est une histoire de chercher la lumière et la trouver. Non, mais la présence montre plutôt la permanence, justement, d'une permanence d'une structure de domination. Je suis sidéré par tout ce qu'on m'a fait, et je suis encore plus sidéré comment j'ai fait pour m'en sortir, mais je ne me souviens pas comment j'en suis sorti au sens de ma chair et de ma mémoire. Je sais comment j'ai fait en appliquant les stratégies de ma mère et entrer dans la tête des gens, mais je ne me souviens pas comment j'ai fait pour qu'ils arrêtent. Je sais que j'ai fait une tentative de suicide, mais ça ne les a pas... ils n'ont pas arrêté pour autant, parce que c'était devenu un événement de l'été, la tentative de suicide de la petite folle de Haït Selem. Ils m'ont laissé en répit, voilà, et ils ont recommencé. Mais je ne sais pas, ça doit être peut-être la baraka, ce qu'on appelle la baraka au Maroc, une forme de, je ne sais pas, quelque chose qui s'est passé dans les siècles précédents, et que nos gènes transportent en nous la lumière, et qui fait que, je ne sais pas, leur saleté, leur tuerie en nous ne tue pas finalement. Donc la récurrence du viol, elle est là dès mon Maroc, qui a été mon premier livre, qui a été publié en 2000. On est en 2024 et tout ça se répète. Pour ceux qui ne m'ont encore jamais lu, préparez-vous, je parle toujours de la même chose. Voilà. Mais pas de la même manière. J'approfondis toujours la même chose. Je fais partie de ces gens-là.
Voilà, je ne cherche pas à renouveler mes personnages. J'ai toujours ma mère qui parle, qui fait de la sorcellerie, et moi qui la suis et qui écrit des livres. Pour moi, c'est pas plus sorcier que ça. C'est le chemin que je vois. Quand j'ai fait du théâtre avec Boutaïn El-Fekek, quand elle m'a expliqué que quand les comédiens montent sur scène, ils voient le chemin vers où ils vont, parce qu'il ne faut pas se laisser distraire par les gens, les spectateurs. Il y a un chemin à parcourir. Ce chemin, je le connaissais déjà par ma mère, avec mes sœurs, quand on se réveillait à 2h du matin pour aller jeter des sorts, de la sorcellerie sur les gens. Donc voilà, il faut le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'ai vécu avec des gens qui sont capables comment dire, qu'ils savent la mauvaise réputation qu'ils auront et ils s'en foutent dans le quartier où ils vivent. C'est quand même incroyable. Nous tous ici, nous voulons tous avoir une bonne réputation avec nos collègues, avec nos familles. Ma mère et mes sœurs, avant le mariage, mes sœurs, elles étaient un gang. Ces femmes, ils s'aident. Et moi, la petite folle avec eux, mais ravie d'être... je trouvais que j'avais une chance inouïe. Voilà, de ce côté-là. Mais par ailleurs, les viols continuent de l'autre côté, bien sûr. Tu as parlé de comédiens et de tes sœurs. Et je crois que c'est l'occasion d'accueillir à nouveau Zacharie pour une seconde lecture, le chapitre 8. Les femmes ne devraient jamais se marier. Mes 6 sœurs ont toutes quitté la maison familiale très tôt, trop tôt, l'une après l'autre, entre 1981 et 1994. D'une manière soudaine, chacune d'entre elles nous ramenait un homme, un étranger, et nous disait « je vais me marier avec lui ». Les parents acceptaient sans trop discuter, et hop, la sœur n'était plus avec nous, au milieu de nous. Puis c'était le tour d'une autre sœur de suivre le même exemple, et d'une autre encore. Mes sœurs disparaissaient. Des inconnus arrivaient chez nous avec les meilleures intentions du monde. Ils jouaient devant nous la partition de l'homme marocain hétérosexuel respectable qui va fonder une bonne famille marocaine et musulmane. Je viens vous demander la main de votre fille et je vous promets de veiller sur elle, de la protéger et de la rendre heureuse. Ils étaient tous bien sûr de très mauvais acteurs, ces étrangers. Ils n'avaient aucun talent. Ils étaient risibles, ridicules, stupides. Je ne comprenais pas. Et je ne comprends toujours pas. Pourquoi mes sœurs étaient-elles à ce point-là pressées de partir, de quitter la maison, pour aller vivre tout le reste de leur vie avec des hommes qu'elles venaient à peine de rencontrer? Pour fuir la mélancolie et la faiblesse de notre père? Pour sortir définitivement de la dictature de notre mère? Pour le sexe? Peut-être. Pour la liberté et l'émancipation à l'occidentale? Sûrement pas. En se mariant avec ces mauvais acteurs, elles acceptaient de se soumettre au pouvoir de ces hommes, mais aussi à celui de leur famille. D'un coup, la zone de contrôle sur mes sœurs s'élargissait. Des membres proches ou lointains de la famille de ces hommes se donnaient le droit d'intervenir dans la vie de mes sœurs, de les surveiller, les critiquer, les juger, les domestiquer, leur jeter de mauvais sorts, en faire des femmes bonnes, gentilles, des mères, des esclaves, des prisonnières. Chez nous, c'était la pauvreté. Soit, mais mes sœurs étaient tout sauf soumises. Elles étaient bourrées de vie explosive. Elles passaient leur temps à peaufiner des stratégies pour échapper au contrôle de la société et faire ce qu'elles voulaient. Elles étaient jeunes, sauvages et belles. Elles criaient aussi bien que notre mère quand il le fallait pour obtenir ce qu'elles désiraient. Elles étaient aussi d'excellentes actrices, des actrices vraies, fascinantes, magnétiques, des bombes, des stars, des divas. Il y avait entre mes 6 sœurs comme un pacte de solidarité. Chacune couvrait l'autre. Elles se racontaient tout. Devant moi, Youssef, leur petit frère pédé. J'ai tout pris de ses sœurs, tout volé à ses sœurs, pour apprendre à gérer ma vie, fuir quand il le fallait, faire les yeux rouges au bon moment, les yeux doux devant la bonne personne. Mon éducation homosexuelle vient de mes sœurs. Elles n'avaient pas honte de parler de leurs désirs et de leurs plans devant moi. Bien au contraire, elles me faisaient encore tout petit enfant participer à leurs coups, à leur insolence assumée. Parfois, elles consacraient tout l'après-midi à regarder ce qui se passait dans notre rue par des trous dans les volets des fenêtres. J'étais là, avec elles, j'apprenais.
Elle faisait des commentaires assassins sur les passants, sur les voisins, sur les voisines. Elle partageait leurs analyses ironiques de la vie des habitants de Aït-Salam. Les secrets étaient révélés, les hypocrisies détruites, les règles anéanties. Elles n'ont peur de rien, mes sœurs. Plus tard, je ferai comme elles. Je détruirai par mes mots tout le monde, tous ceux qui se donnent le beau rôle. Elles sont comme dans un film égyptien, mes sœurs. Rien ne peut les arrêter. Ce sont des héroïnes, des danseuses du ventre, des étudiantes, des putes, des voleuses, des sorcières, des chanteuses, des criminelles, des ensorceleuses, des baiseuses. Tout sauf des femmes bien comme il faut. Elles sont bien plus grandes que les actrices égyptiennes, mes sœurs, bien plus scandaleuses, bien plus douées. Elles savent tout sur tout le monde. Elles ne sont dupes devant personne et devant rien. J'ai de la chance. Je suis un garçon, mais plus tard, je ne serai pas un homme comme ces hommes nuls de notre grande famille et ceux du quartier de Aït-Salam que mes sœurs passent leur temps à piétiner, à démolir. Elles rient beaucoup, mes sœurs. Même quand c'est la tragédie entre nous à cause de notre pauvreté éternelle, la famine perpétuelle, ça finit toujours par des éclats de rire. De longs moments où, n'ayant plus rien à espérer, on rit. On rit de nous, des autres, et surtout de ceux qui croient nous commander. Le petit enfant pédé que je suis n'est pas compris, n'est pas protégé, c'est vrai. Mais quelle chance quand même. Ces sœurs qui ne se soucient pas des lois, qui ne veulent pas être des filles bien comme il faut, qui critiquent tout ce qui se passe devant leurs yeux. Elles ne se taisent pas devant moi. Elles ne me disent pas que je suis un garçon qui ne devrait pas être avec les femmes. Elles ne sont pas des femmes comme les autres. Elles sont un gang. 6 sœurs en feu, en permanence dans le feu, indomptables. J'étais fasciné par ce temps qu'elles avaient vécu entre elles avant ma venue au monde, ce qu'elles avaient inventé en mon absence, les histoires d'avant moi, le début d'un pacte de solidarité, la formation du caractère de chacune d'entre elles, l'apparition d'un cœur intraitable et libre en elles. Notre grand frère, Slimane, avait beau avoir été intronisé comme le roi silencieux de la famille par notre mère, il ne pouvait rien contre ses sœurs. Elles étaient 6 contre 1. Slimane ne faisait pas le poids, alors il fermait les yeux. Notre père était encore complètement absorbé par les incessantes complications de son histoire d'amour avec notre mère. Il l'aimait trop, il ne voyait qu'elle, il la vénérait. Il n'avait même pas le temps pour essayer de mater et domestiquer ses propres filles. Je crois qu'il n'avait aucune intention de le faire. Il aimait être soumis devant notre mère. Cela ne le dérangeait pas du tout d'être entouré de femmes dominatrices, des femmes puissantes qui non seulement lui tenaient tête, mais lui imposaient leurs règles. C'était ça, son bonheur à notre père. Il avait trouvé sa place, la bonne. Il y était resté toute sa vie. On appelle ça avoir de la chance. Tes sœurs, donc Abdellah, le livre est un portrait de ses sœurs, aussi un portrait de l'hétérosexualité et de ce que l'hétérosexualité fait aux femmes en particulier. Ces sœurs que tu décris comme libres, elles perdent cette liberté, notamment par le mariage, par la construction d'une famille. Tu disais au tout début que le livre était d'abord pensé comme un livre sur tes sœurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce projet ? J'ai écrit un livre sur ma mère, sur mes mères. Ma mère, le livre précédent, Vivra ta lumière, et j'ai préparé les 2 livres en parallèle. Il fallait non pas rendre hommage, mais prolonger cette chance, comme vient de la lire Zacharie. Cette idée, comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, que je suis arrivé grâce à elle, physiquement et biologiquement. Mais on ne peut pas faire un livre simplement, je pense que vous le devinez, avec simplement des choses formidables, joyeuses, des bons moments que j'ai passés avec mes sœurs. Je ne savais pas par quel bout aborder, par quel angle entrer dans cette histoire. Donc, une histoire pour dire ce lien chaotique, transgressif, dès l'origine et pour toujours, entre mes sœurs et moi. Donc je pense que vous l'avez entendu dans l'extrait que vient de lire Zacharie, que ces filles
ces femmes vivaient dans un chaos, j'allais dire qu'elles étaient plus homosexuelles que moi, dans le sens où l'homosexualité vous pousse à être plus transgressif que l'hétérosexualité. Donc elles ne respectaient pas grand-chose. Mais raconter ça, tel que je viens de l'expliquer là, ça, aussi formidable que cela a été pour moi, ça peut être très facilement banal. Tout le monde a eu quelqu'un de formidable dans sa famille. Mais un jour, donc c'était en juin 2019, donc j'étais obligé de rentrer à la maison, au Maroc pour vendre ce petit bout d'un appartement que ma mère m'a laissé. Et j'étais la dernière personne dans cette famille à vendre. C'est-à-dire que tous les hétérosexuels de la famille, donc la majorité, ils avaient vendu. Et le gay que je suis était celui qui ne voulait pas vendre. Donc le gay était celui qui voulait conserver une partie de l'œuvre de cette femme, la mère, qui avait mis quand même plus de 50 ans à construire cette maison, à économiser. Mais je ne sais même pas ce qu'elle pouvait économiser, puisqu'il n'y avait rien à économiser. Et pourtant, à partir d'une chose qu'on appelle Welou, rien, elle a économisé Welou, et elle en a fait une maison. Quand elle est morte, la maison était 4 étages. Or, de son vivant, les autres, les sœurs, le grand frère et le petit frère, ils ont vendu. Et j'étais le seul à n'en pas vendre. Le PD devenait la mémoire, celui qui tenait à cette... Parce que moi, je leur disais, je ne vais pas vendre, comme ça, il y aura un lieu, on se réunit tous. Mais tout d'un coup, j'entendais... D'ailleurs, c'est raconté un petit peu dans le livre, ça. Bon, encore une fois, l'exclusion, la violence que subissent les LGBTQ+. C'était que j'ai décidé qu'il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de reconnaissance, il n'y aura rien. Mais qu'au moins, il reste ce petit bout de ce que la mère avait construit. Mais un jour, j'ai commencé à recevoir, quand ils se disputaient entre eux, les frères et les sœurs, quelques-uns m'appelaient, ils disaient « Tu sais, l'autre, voilà ce qu'il a dit. » Il disait qu'en fait, le PD n'a pas besoin d'avoir une maison. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'un. Mais c'est nous qui avons besoin d'un. Il vit à Paris. Là. Et c'est là que je me suis dit, j'allais dire bordel de bordel. C'est-à-dire, ils ne pensent pas à moi, à ce que je vis à Paris. Je ne sais pas ce qu'ils imaginent. Ils ne me pensent pas comme un immigré qui affronte la réalité de l'immigration dans un pays occidental. Ils pensent à moi comme le gay solo dans la solitude. Et dans cette solitude, il n'a pas besoin d'argent. C'est terrifiant, ça m'a terrifié. Et j'ai compris à quel point il ne pensait pas à moi. Donc il cherchait le moyen de me prendre ce petit bout de la maison que ma mère m'a laissé. Et là, la terreur, Abdellah s'est réveillée. Le terrifiant Abdellah, je lui dis, mais jamais de la vie. Je dirais, il y a bien une... je ne sais pas comment on dirait. Vengeance, appelons ça vengeance. Peut-être la vengeance, elle est là. C'est que j'ai décidé de vendre et de prendre cet argent et de ne pas leur donner parce que c'était mon héritage. Et quand je suis rentré pour vendre, pour signer le papier, un homme que j'ai connu il y a très longtemps, dans les années 80, c'était le jour de sa mort, de ses funérailles. Et les funérailles, il y avait quelque chose comme 2000 personnes. Cet homme était revenu à Salé, à Haï Salam, et il avait conquis les cœurs, il les avait achetés avec son argent, mais moi je ne le savais pas. Je l'ai su le jour de sa mort, quand je suis revenu pour vendre. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'écriture de la vie. La vie, le hasard, le maktoub. Le maktoub en arabe, contrairement à ce que vous croyez ici en Europe, le maktoub, ce n'est pas la fatalité, ou bien les Arabes qui dorment, tout ça, qui se soumettent à Allah, ce genre de tralala. Le maktoub, au sens propre, ça veut dire l'écriture de la vie. Donc l'Europe et l'Occident a orientalisé cette chose et on a fait la fatalité des Arabes incapables de se soulever. Le maktoub, au sens propre, ce qui s'écrit. Et donc moi j'ai l'impression que le maktoub, ce qui s'écrit dans la vie, m'a amené ce jour-là et j'ai compris qu'il fallait écrire le livre à partir de là. Les sœurs et la mémoire de cet homme que j'avais oublié et qui revenait à partir de sa mort. Et donc tu vois, en disant ce que je viens de dire, il y a tout le livre. La personne des larmes, la structure, le temps T-E-M-P-S et le temps T-O-N.
Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est pas grave, j'en ai une autre. À la fois ce que tu disais et ce qu'on voit dans le livre, il y a une espèce de désir de réconciliation avec la famille, porté par Youssef, peut-être porté par toi aussi quand tu dis ce désir de l'appartement où la famille peut se réunir, etc. Et qu'en fait, la famille est plutôt le lieu du renouvellement de l'exclusion en permanence. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort comme vision de la famille. C'est pas Youssef, le gay, qui quitte la famille. C'est-à-dire qu'au moment même où il croit qu'il peut revenir dans la famille lui rappelle qu'elle ne veut pas de lui. Et ça me semble particulièrement important dans le Bastion des larmes. Oui, parce qu'il y a tout le temps un renouvellement de comment on va l'exclure, comment on va... Mais je ne sais pas pourquoi. Franchement, c'est un mystère sur moi et pour moi. Pourquoi, alors que je prépare des plans terrifiants pour mes livres, pour les écrire d'une manière terrifiante et noire, dès que je me mets à les écrire, mes livres, une forme d'amour déborde. Je ne sais pas d'où il vient, parce que je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, tu le sais, Antoine. Donc je suis plutôt quelqu'un de sec et voilà, intraitable, c'est le mot. Et juste pour te dire que j'ai bien conscience de tout ce que tu dis, ce renouvellement de l'exclusion, et qu'il nous laisse par exemple 3 ans de répit, et tout d'un coup, on revient à eux, on offre des cadeaux, on fait tout ça, et si au moment même où on revient avec la tendresse du cœur et le désir de renouveler un lien fraternel ou je ne sais pas quoi, ça, je pense qu'on tous, c'est à celui ou à celle qu'on tend la main tendre qui vous gifle. Je ne sais pas comment dire ça. Je pense que vous comprenez tous ça. C'est celui avec qui on est intraitable, qui vous respecte. Je sais pas, je suis désolé, peut-être que je dis de la palissade ou des choses banales, mais c'est celui ou celle qu'on a le plus écouté qui ne vous écoute pas. Je suis sidéré, par exemple, d'avoir passé des années et des années à écouter des filles au collège, au lycée, à l'université, à Paris. Dès que je suis arrivé, 3 amies marocaines. Et dès l'apparition des hommes hétérosexuels, je n'existe plus. Mais c'est terrifiant. Je pense que vous avez raison de rire. Mais nous, les gays, on vit ça. Et on se dit, mais on était endormis ou quoi? Pourquoi on n'a pas exigé dès le départ la réciprocité? Qu'est-ce qui fait que celui qui a été violé pendant tout ça n'exige pas de l'autre? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me faire une émission de France Culture sur ce qui t'est arrivé quand tu étais enfant? Croyez-le ou pas, ils ne le font pas. Et pourtant, on continue de les écouter. Qu'est-ce qui fait? Alors, peut-être qu'il y a une explication, c'est qu'on sait très bien dès le départ que si on exige d'eux une telle écoute, ils vont nous rejeter encore plus. Et qu'on a quand même besoin d'eux et d'elles, surtout quand on est enfant et adolescent. Le problème, ce système de survie devient une règle. Et c'est seulement maintenant, depuis le Covid. Le Covid a été un révélateur de à quel point il y avait une amie que j'écoute depuis 1999. Et quand je lui dis je n'arrive pas à respirer, vous savez bien, quand on avait le Covid, il y avait je lui dis je ne sais pas combien de fois. Une fois, elle m'a appelé, je me dis je ne sais pas quoi te dire. Je pense qu'elle avait raison, parce que je l'avais habituée à ce que seulement moi qui l'écoute et qui me déplace pour elle. Et j'ai réalisé que pendant toutes ces années, personne ne m'a appelé parmi ses amis. Mais là, je suis extrêmement sérieux. Ne m'a appelé ou m'a convoqué, ou alors a fait un tagine juste pour me faire une émission de France Culture profonde sur ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Une seule fois, c'était à Marrakech en 2011, j'étais dans un festival, il y avait une fille marocaine de Marrakech elle était jeune, 21 ans, 22 ans, elle voulait absolument me parler. Et à chaque fois, je sentais qu'il y avait quelque chose d'incroyablement tragique qui se passait dans le corps de cette fille. J'ai fini, je lui donnais rendez-vous, on s'asseyait, rien ne sortait. Au bout du 3e rendez-vous, je lui dis, écoute, soit tu parles, parce que là, je repars. Et là, elle a fini par me raconter cette chose terrifiante. Ses parents ont perdu la maison, le père pas de travail, ils étaient obligés de revenir vivre dans la maison du père de la mère. Et dès qu'ils sont arrivés, le grand-père, donc qui était veuf, a commencé à lui faire des attouchements. Elle a violé. Elle avait 6 ans, la petite fille. Au bout d'1 an, 7 ans, elle finit par dire ça à sa mère. Voilà ce que me fait ton père.
La mère lui a dit, la prochaine fois qu'il s'approche de toi, essaie de t'enfuir. Rien de plus. Et cette fille a continué d'être violée toute sa vie. Et elle a fini par me dire, elle voulait juste me dire cela. Je l'ai écoutée, on a pleuré tous les deux, et je ne l'ai plus jamais revue. 6 ans plus tard, quelqu'un m'appelle du Maroc, je décroche, c'est cette fille. J'avais totalement oublié que je lui avais donné mon téléphone. Et elle m'a dit, il y a 6 ans, tu m'as écouté, maintenant je sais que ce que j'ai vécu, tu l'as vécu, maintenant parle. Et moi je lui ai dit, raccroche, ça coûte cher l'argent d'appeler le Maroc de la France, parce que c'est très cher, vraiment. Je peux appeler, j'ai un forfait de 50 € pour appeler 1h30 le Maroc. Elle a dit non, je veux que ça soit... Toute cette chose qui peut paraître comme ça, c'est la première fille, alors que je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je veux dire, l'intention de cet appel était très très précise. Et c'est quand elle m'a dit ça, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses. Il fait entrer dans un nouveau désespoir, si je peux dire, qui se trouve dans ce livre. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais au moins les gens y rient, c'est déjà pas mal. Parce que tu parles de désespoir, on peut dire aussi que le livre est très drôle, hein, par moment. Oui, il est très drôle. Oui. On aura compris que tu es quelqu'un de drôle, par ailleurs. Mais c'est aussi dans le livre, il y a des passages même qui sont à mourir de rire. Bah oui, les funérailles, quand Ouais, il ne faut pas dire, non. Non, il faudra lire, acheter le livre, vous verrez, c'est l'épisode des funérailles, l'imam, ce qu'il fait au cadavre, c'est Jerry Lewis. C'est Jerry Lewis. Peut-être une question sur l'abandon, parce que l'idée de l'abandon est omniprésente. L'abandon causé par la fuite, par le départ. Honte à toi, Youssef, tu m'as oublié, dit Najib. Cela fait des années que je ne pense plus à toi, c'est vrai, répond Youssef. Ne nous tourne pas le dos, ordonne à Youssef ses sœurs. À un moment, le roman croise l'histoire de Kadour, que Youssef aussi a abandonné. J'ai mis une très grande distance entre nous deux, se souvient Youssef. Donc il y a cette idée d'abandonner pour pouvoir exister, mais il y a aussi l'idée, par le roman, de contrer l'abandon, c'est-à-dire par la coexistence des personnages, par le fait de leur donner une voix, par le fait de leur donner une histoire, de faire entendre leur histoire, de conjurer cet abandon. Est-ce que ça te semble une lecture pertinente de tes intentions ? Tu as touché la Qibla de ce livre. Voilà. Quand on prie, chez les musulmans, la direction de la Mecque, c'est la Qibla. Et donc, c'est la direction d'un livre. C'est très facile, dès qu'on se met à parler d'abandon, viol et tout ça, d'entrer dans quelque chose qui est l'apitoiement sur soi-même et puis chercher la pitié. Or ça entraîne quelque chose, encore une fois, je ne suis pas contre ces deux sentiments, mais d'un point de vue littéraire et de l'écriture, il y a quelque chose qui peut tomber tout de suite dans « on a déjà vu ça, on a déjà lu ça, nous sommes d'accord que tout ça arrive ». Comment parler de cela et donc cette direction, comment arriver à proposer, si je peux me permettre, une forme peut-être de guérison, de lumière, dans chaque page, lumière qui arrive. Je me suis souvenu, c'est en moi, quand les mausolées au Maroc, des saints, quand on y va, c'est l'un des endroits les plus sublimes au monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, surtout des femmes, qui sont dans l'abandon, l'exclusion, l'exploitation, mais dès qu'elles arrivent dans ce lieu, des corps étrangers de femmes qui s'allongent, qui tournent autour du saint ou de la sainte, et tout d'un coup, elles se mettent à parler au saint ou la sainte et au ciel avec un ton, tu vois, un ton de l'amour. Voilà. Tu vois, c'est ce ton-là, cette énergie qui fait que tout en se plaignant, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Parce que si je ne fais que me plaindre, j'espère que vous avez compris. D'où vient cette pulsion et cette impulsion qui fait que malgré tout ce que tu viens de dire et qui n'est hyper sophistiqué de toute façon dans la société marocaine ou la société française, mais qu'est-ce que moi je propose comme souffle pour parler de tout cela. Et voilà. Youssef, le héros du Bastion des larmes, parle de sa solitude.
comme souvent les personnages de tes romans, qui sont des personnes très seules. Youssef porte en lui une mélancolie extrêmement forte, de la vie en famille, de la vie avec ses sœurs, au milieu de ses sœurs, comme un paradis originel perdu, presque. Je n'ai pas de famille, moi, je suis dans l'errance et le froid interminable en France, dit-il. Récemment, plusieurs livres se sont attachés à l'importance de l'amitié, l'amitié pour les gays, lesbiennes et queer, en dehors et contre la famille, comme un moyen de se réinventer, en ayant dû quitter une famille ou un milieu violent. Je pense au livre 3 de Geoffroy Laganerie, au livre d'Hélène Genechini, Un désir démesuré d'amitié, qui vient de paraître. Et il me semble que l'amitié est finalement très peu présente dans tes romans, cette amitié comme réinvention. C'est plutôt l'amitié perdue que l'amitié comme possible. Et je me demandais, question très vaste, mais est-ce que l'amitié pourrait être le sujet d'un roman d'Abdelataya? Est-ce que tu pourrais écrire sur l'amitié? L'amitié. Je pense que vous savez ça, l'écrivain, en tout cas moi, il ne peut pas écrire de plusieurs lieux. Je veux dire, je suis d'accord avec toi sur l'importance de l'amitié et de ce qu'elle peut apporter, surtout pour les LGBTQ+, comme lieu de solidarité et avancer le combat, et ne pas se laisser dominer encore et encore et encore par la dictature des hétérosexuels sans cesse dans l'aveuglement vis-à-vis de nous. Mais de l'autre côté, je ne peux pas écrire... j'écris d'un même lieu. J'écris de même lieu où il s'est passé telle ou telle chose. Parce que je pense que tu le sais, l'écriture a une seule source. Donc la source dans laquelle je suis né et qui fait que je continue d'écrire, à un moment donné, je ne veux pas dire qu'il m'en rejette. Bah oui, c'est fou, je veux toujours les protéger. Je veux toujours les retrouver, les défendre et ne pas les présenter comme des monstres, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ont lu ces livres qui disent « Ah, ils sont des monstres », tout ça. Je dis « Ah non, je n'ai pas été assez tendre. Peut-être le prochain livre, je vais être encore plus tendre avec la... » Parce que mon but n'est pas de parler de monstres, ne pas dire qu'ils sont monstrueux. Mais qu'est-ce qui fait que tout cela, la cruauté, arrive entre nous? Et voilà, donc il y avait tous ces gens, les sœurs, la mère et tout ça. Et puis à un moment donné, il commençait à partir, et moi j'étais totalement seul. Alors seul, mais en même temps avec le désir d'envahir le monde, de changer le rapport avec mes violeurs, de devenir réalisateur. Je voulais être réalisateur depuis l'âge de 10 ans. Je ne sais pas comment dire ça. Je suis d'accord avec toi. Mais... c'est pas une critique, c'est une question. Non, je réfléchis en même temps que je ne peux pas me forcer. De toute façon, dès qu'on se met à écrire, quelque chose qui vient de très loin finit par s'écrire. Et que presque, nous, au fond, moi, en tant que corps Abdelataya, je suis que le prétexte pour que cette chose qui s'écrit depuis je ne sais quand finisse par s'écrire. J'espère que c'est clair. Les mots, j'ai toujours souvent l'impression qu'ils ne sont pas mes mots et qu'ils viennent de loin et qu'ils finissent par m'arriver. Au sens m'arriver, c'est des mots qui arrivent jusqu'à moi, en moi, et moi, je ne fais que les transcrire. Je n'ai pas cette prétention je ne sais pas, moi, je vénère Marcel Proust, mais je ne fais rien comme Marcel Proust. C'est-à-dire, en revanche, être dans une forme de critique vis-à-vis de ces gens, et en même temps de modestie vis-à-vis d'eux, parce que je reconnais, je le dis, je le répète depuis tout à l'heure, je reconnais tout ce qu'ils m'ont apporté. Tout le bien qu'ils m'ont fait, et aussi tout le mal qu'ils m'ont fait, que je n'oublie pas. Donc, oui, l'amitié. J'ai une autre question. J'ai l'impression que je ne donne pas les réponses peut-être que je dois donner, mais j'essaie juste d'être honnête par rapport à un écrivain, c'est toujours dans les mêmes obsessions. Il y a une galaxie qui a été formée, et lui, il tourne dans cette galaxie, que je sois à Paris, à Stockholm, je ne sais pas quoi. Parce que si je me mettais dans une autre galaxie, il faudra vivre une autre vie, d'autres tragédies, d'autres viols. Or moi, enfin non, ça me suffit une seule vie avec tout ça. C'est pas la peine. Restons dans cette même galaxie. Et surtout, et c'est peut-être ça le plus important en dehors de la littérature, d'essayer quand même que quelque chose entre nous, les êtres humains là, quelque chose de vrai,
qu'une parole vraie arrive entre nous. Parce que visiblement, on n'en est encore pas capable. Tant que ça. Il y a des blocages et des tabous, même dans l'amitié, même dans le couple, même dans l'amour. Tout ça fait que, c'est par exemple quand on tombe amoureux de quelqu'un, tout de suite on se dit, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire pour qu'il ne parte pas? Comment on va le séduire? Et c'est fou, il faut le séduire en cachant. Et finalement, quand on montre, quelque chose tombe. Je sais bien que c'est les structures d'une société, l'organisation d'un monde, et de tas de choses qui nous poussent à agir comme ça. Et que finalement, on est tous esclaves et prisonniers de tout cela. Et que, du coup, cette chose qui s'appelle la vérité, pas la vérité, une chose vraie, une parole vraie, dans la confrontation, qu'elle arrive entre nous. Et ce livre, il invente cet espace qui est très difficile à faire exister dans la réalité, mais à partir du moment où Youssef sort du hammam et que la mère du petit garçon qui vient de se faire violer au hammam lui dit « Mais que veux-tu que je te dise? Je n'ai pas le temps pour sauver mon petit garçon de viol. Il a le temps d'apprendre. Il finira par apprendre. » Elle relativise tout. Tout le livre, à partir de ce moment-là, tous les chapitres qui suivent entrent dans une forme d'espace où à la fois la confrontation finale pour arriver au vrai est extrême et assez paradoxalement, une forme de tendresse devient tout aussi extrême. Ça a un sens tout ce que je dis? Ça a beaucoup de sens. Une question, peut-être une des dernières. Il y a aussi un arrière-plan politique très important dans le livre. Hein. C'est les années 1980 au Maroc, c'est Hassan II. Donc parlons peut-être un peu politique. Dans d'autres textes, tu as rappelé, et tu tiens souvent à rappeler, l'importance de ce qui a été nommé les printemps arabes, à savoir les soulèvements populaires en faveur de la démocratie, des libertés individuelles et politiques, de l'égalité qui ont lieu dans plusieurs pays du Maghreb en 2011. Arabs are no longer afraid, c'est même le titre d'un recueil en anglais d'interventions que tu as publié dans la presse. Les Arabes n'ont désormais plus peur. Peut-être d'ailleurs un recueil qu'il faudrait traduire en français. 13 ans après ces printemps arabes, alors qu'il y a un retour très dur et violent de l'autoritarisme, alors aussi que l'impérialisme et le colonialisme ont rappelé plus que jamais qu'ils n'entendaient pas céder le pouvoir, où en es-tu politiquement et où en est cette espérance à tes yeux qui a surgi en 2011? Mais je pense qu'on a tous cette impression, c'est parce qu'il y a des gens qui arrivent à briser les règles et faire avancer les mentalités que de l'autre côté, les dictateurs et ceux qui veulent rester dans le pouvoir, ils attaquent, ils financent les contre-révolutions. C'est ce qui se passe dans le monde arabe. Les dictateurs sont là, ils ont même renouvelé les dictateurs. L'argent des pays du Golfe est là pour financer tout cela. Mais moi, je passe mes journées à constater l'impact quand même de ce qui s'est produit en 2010, 2011, 2012 dans le monde arabe. Vous vous souvenez que Michel Alliomari avait proposé à Ben Ali d'envoyer les gendarmes et les policiers de la France pour l'aider à mater ces rebelles, ces mal élevés, ces pieds nus, ces indigènes tunisiens qui osent se soulever contre Ben Ali. Vous vous souvenez? Ça résume tout de comment l'Occident nous voit. Et ça dit aussi que l'Occident a placé chez nous, après à la fin de la colonisation, des gendarmes occidentaux qui font le boulot pour les intérêts de l'Occident. Aussi bien au Maroc, en Tunisie. Voilà. Peut-être que j'exagère tout ça, mais il y a quelque chose de cet ordre. Mais malgré tout cela, le peuple arabe, je dirais même les ouvriers, les étudiants, pas les bourgeois, des gens, le peuple, a réussi quand même à se soulever. Peut-être que vous avez oublié, mais moi, je ne peux pas oublier 2000. Vous vous souvenez quand même de ce qui s'est passé en 2010, 2011, comment on était sidérés et comment même l'Occident il ne voulait pas admettre que c'était une révolution. Il disait que c'était des révoltés, à peine. Voilà, les manifestations. Voilà. Ils n'arrivaient pas, les médias occidentaux n'arrivaient pas à reconnaître aux Arabes, le peuple arabe, qu'il était en train de se soulever pour de vrai. Tellement les visions occidentales, orientalistes, colonialistes dominent encore les images sur les Arabes et les Africains, dominent encore et on ne peut pas les traiter. Ah, ils sont capables de faire une révolution, ce n'est pas possible. Et en fait, quand il y a eu tout ce discours pour ne minimiser ce qui s'est passé là, on se rend compte qu'en fait, on se rend compte, moi je le savais, c'est que l'Occident ne fait
tout le temps oublié, effacé ce qui se passe dans le monde arabe après, dans les années qui ont suivi la décolonisation. J'ai un seul nom à vous donner, vous allez comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, en tout cas au Maroc, Mehdi Ben Barka. Pour ceux qui ne le souviennent pas, c'est une chose incroyable. Quand même, il a voulu partager les richesses, c'était un parti de gauche, il a été assassiné par le pouvoir marocain avec le soutien des services secrets français, rue de Rennes à Saint-Germain-des-Prés. Donc vous voyez bien, et pourtant on oublie, l'affaire Ben Barka devient juste les services secrets qui a tué. Mais cet homme, il symbolisait bien quelque chose d'incroyable dans ces peuples. C'est ça ce que je voulais te dire, c'est que le monde peut oublier ce qu'ils ne font, peut oublier, mais moi je ne peux pas oublier ce qui s'est passé pendant le printemps arabe. Je dirais même, par exemple, en ce moment, il y a le nombre de podcasts qui, au Maroc, dans le monde arabe, sur les gays, les LGBT, pour les femmes, qui parlent avec une liberté incroyable, qui n'ont plus peur de ce que les... En fait, ils n'attendent plus que ces chers dictateurs de l'Occident changent les lois. Ils inventent des espaces à travers Instagram ou YouTube, je ne sais quoi, pour faire exister ce qu'ils sont. Et pour moi, c'est la conséquence directe, j'allais dire, de cette tombée, de cette chute de la peur. Vous vous souvenez que quand même, ce qui a fait basculer la Syrie, c'est que Obama a refusé la veille d'aller aider le peuple syrien. Et il a dit trop les enjeux politiques dans cette région. Et c'est ce qui a fait basculer. S'il avait aidé le peuple, la Syrie ne serait pas arrivée là. Or, les gens, quand on leur parle comme ça du monde de le printemps arabe, on a l'impression qu'ils ont oublié tout ça, des détails. Ils veulent tous qu'on revienne à cette vision. Vous savez, le souk arabe avec des cours arabes, tu vois, en Homeland, vous voyez, voilà, tu vois la série, voilà. Encore le Afghanistan, ces pauvres, ces femmes et tout ça. Et on oublie que quand même l'Occident a détruit l'Irak, a détruit l'Afghanistan. Et après, il faut dire le discours, pour revenir de nouveau au discours, les Arabes, les musulmans, non. Voilà, même si on ne le voit pas, peut-être que certains ne le voient pas, mais moi je vois tous les jours, les conséquences du printemps arabe de 2010, 2011, 2012. Et je le vois principalement à titre personnel dans les nombreuses amitiés gays, lesbiennes, transgenres que je développe d'une manière volontaire maintenant. Je n'ai presque plus d'amis hétérosexuels. À quelques exceptions près. Ce sera tes derniers mots, oui, j'assume. Un très grand merci. Donc, je vous rappelle que Le Bastion des larmes est publié aux éditions Julliard, que vous pourrez en trouver en sortant de la salle, et qu'Abdella, si tu veux bien, je crois qu'une partie du public sera heureux d'avoir une dédicace de ta part. Un très grand merci, Zacharie. Zacharie, merci beaucoup. Zacharie, lui, peut être retrouvé dans Plutôt vomir que faillir, la pièce de Rebecca Chaillon en tournée, cette semaine, en fin de semaine à Marseille, à la Criée, en décembre au Théâtre 13 à Paris. On retrouve aussi Zacharie dans Klein de Olivia Granville le 10 octobre au Théâtre de la Cité internationale à Paris. Un très grand merci aux équipes de la Maison de la Poésie et un très grand merci à vous.